Sword and Baguette. Bonjour à tous, bienvenue sur Sword and Baguette. Cette semaine, épisode crossover international, transatlantique. Mettez tous les trucs grandiloquents que vous pouvez. On est avec 10 from the back, les gars. Voilà, vous avez sur la chaîne, on aime les crossovers, que ce soit avec Phil de 40K Wargamer. Dès qu'on a des influenceurs, des créateurs de contenu intéressants, on veut bosser avec eux parce que comme ça permet de partager la passion. Et donc je te dis, voilà, bienvenue, bonjour à toi, et est-ce que tu peux simplement te présenter toi, et puis ta chaîne. Bien sûr, merci Corbac de m'accueillir. Moi, Sébastien de Ten from the Back, une chaîne québécoise de contenu dédiée à The Old World. En fait, écoute, côté d'où je viens un peu, moi, mon frère, quand il a commencé le secondaire, donc je pense que vous appelez ça le lycée en Europe, euh, euh, moi, je devais avoir 6-7 ans. Il est revenu avec un livre de Warhammer, Fantasy Battle. Donc, moi, du haut de mes 6 ans, je vois des Bretos, je vois des Sylvains, puis je me dis, waouh, merde, c'est cool. Et j'ai toujours gravité dans cet univers-là. J'ai acheté des figurines, j'ai acheté des livres, j'ai eu des hauts elfes, j'ai eu des hommes bêtes, j'ai eu des nains. Mais je n'ai jamais vraiment joué avant la 8e édition. Un petit peu plus vieux, la maturité pour comprendre comment fonctionne le jeu. Le jeu n'est pas très développé ici au Québec quand on compare à vous en France ou en Europe avec des assos et tout. Donc ça, c'était quand même très, très différent. Mais j'ai commencé à jouer un petit peu avec la V8. J'étais plus vieux, je pouvais me déplacer avec mon véhicule, j'avais de l'argent à dépenser parce que c'est un hobby qui coûte vachement cher, on le sait tous. Donc, j'ai commencé à jouer en V8, les hommes lézards, les ogres. J'avais des elfes, des Skaven. Et puis, il y a eu quelque chose, je sais pas si tu en as entendu parler, The End Times. C'est Oh, arrivé aussi en vaguement. Europe pour Franchement, vous? c'est sûrement un détail qui n'a eu aucun impact sur la communauté, qui n'a pas créé un jeu fan-made comme 9ème âge, qui n'a pas créé Age of Sigmar, qui n'a pas vu des mecs foutre le feu à des armées. Non, non, vraiment un détail. Écoute, moi, j'ai rien mis en feu, mais j'ai tout vendu. J'ai fait partie, et je pense que il y a des gens qui ont décidé de boycotter Games pendant longtemps, et moi, j'en ai fait partie. Je refusais d'acheter leur peinture, leur primer, quelques modèles de Games, que ce soit parce que j'avais eu le cœur brisé. On va le dire comme ça. Battle, Fantasy, appelez ça comme vous voulez. Pour moi, c'était un jeu qui était incroyable, qui avait une histoire riche, puis qui était aux antipodes de ce qu'est 40K et que de ce que je déteste des jeux de table. Alors, c'était mon jeu, ils l'ont tué, je leur en voulais. Alors, pendant quelques années, je me suis tourné vers la compagnie Privateer Press. J'ai beaucoup joué à War Machine et Horde. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à jouer des tournois, à prendre goût, à me déplacer, à aller dans des événements en équipe, en solo, aller rencontrer des gens que tu connais pas du tout. J'étais allé jouer des tournois à Montréal contre des gars qui venaient des États-Unis aussi. J'étais allé en Ontario avec des gars qui venaient d'un peu partout au Canada. Ça a été vraiment une super belle expérience de gaming, un jeu que j'ai beaucoup aimé. Puis là, le COVID est arrivé et le Wargaming est quand même mort pendant à peu près 1 an et demi ici. Donc, pendant tout le temps des restrictions sanitaires, on ne pouvait pas jouer. Donc, c'était un petit peu moche. Et puis, il y a eu l'annonce que The Old World allait vraiment arriver. Et quand j'ai vu ça, autant j'avais eu le cœur brisé, autant j'étais comme une écolière qui revoit son crush du secondaire, puis qui se dit ah non, mais il a pas changé, c'est encore lui. Donc j'ai décidé de replonger et me voilà maintenant joueur roi des tombes, créateur de contenu pour une chaîne québécoise qui est dédiée au jeu et organisateur de tournois aussi par la bande. Là. Donc quelqu'un de plutôt impliqué dans ma communauté, puis un joueur qui aime le jeu et qui est très content de voir ce que The Old World est devenu après 1 an de jeu. Ouais, tout à fait. Bah écoute, ça me permet de faire une superbe transition. Merci à toi. En effet, on a choisi de faire cette tier list ensemble. Alors, la tier list des Ravening Horde et des Horde Sauvages, vous la trouverez sur la chaîne de Tales from the Back. On mettra alors, soit le lien dans la vidéo, soit on le mettra quand la vidéo sortira. On ne s'est pas encore synchronisé au niveau des dates. Mais voilà, on va vous proposer deux tier lists. Est-ce qu'on fera les Legacy plus tard? Mettez en commentaire si vous avez envie de voir d'autres avis sur les Legacy ou de faire intervenir nos acolytes
qui feront la même chose que nous, mais sur les Legacy, c'est possible aussi. Mais voilà, le but en fait, c'est avec un an de recul sur le jeu, parce que le jeu a un an, là on est le 31 janvier, donc ça fait un an et quoi, 15 jours, quelque chose comme ça, 53, 54 semaines qu'on a pu jouer au jeu, de faire une petite tier list. Alors, les tier lists en général, moi je suis pas fan, parce qu'il y a souvent un aspect, notamment sur les core games, où la dernière armée est pétée, broken as fuck, parce que voilà, elle n'a pas encore été équilibrée, et puis ensuite Game Workshop équilibre ses stocks. Voilà. Ah tiens, on n'a pas vendu de Rhino pendant 3 ans, bon nickel, tu mets le Rhino à 10 points, t'augmentes son profil, tu mets une règle qui met des blessures mortelles, enfin je veux dire, voilà. Tu vois, le désamour que t'as eu, le désamour que t'as eu quand ils ont abandonné le jeu, moi je l'ai eu avec ce qu'ils ont fait de la V9 et de la V10, où je pars du principe que c'est une insulte en fait aux joueurs, par rapport à ce qu'ils ont proposé au fur et à mesure, avec l'abondance des blessures mortelles, la surlétalité, tous les sujets qui... Enfin bon bref, c'est pas le jeu de la vidéo. Bref, on va se faire une tier list. Alors on va commencer par vous parler un petit peu des catégories qu'on a choisies. On n'est pas parti sur du broken, on est parti sur le tier S, malgré tout, le tier superstar, où c'est dur de perdre avec. C'est-à-dire c'est une armée qui va tellement vous donner de petits avantages à droite à gauche, avoir la ceinture de sécurité, les bretelles, tout ce qui va bien, ou même si vous avez un petit aléa pas terrible, ou même si vous avez un match-up où l'adversaire a prévu quelques contres pour vous emmerder, vous avez quand même les ressources. Ensuite, on va partir sur du A, facile de gagner avec. C'est une armée qui a des bonnes compétences, des bonnes unités, beaucoup de bonnes choses qui sont efficaces dans la méta et des contres aux unités fortes. Ensuite, le tiers B, comme bien joué Game Workshop. Alors, c'est pas quelque chose que vous allez m'entendre dire souvent, hein, parce que de base, Game Workshop, je suis très critique par rapport à ce qu'ils proposent. Mais là, clairement, on est sur une armée, enfin sur des armées qui vont faire le boulot, qui sont bien conçues, qui sont capables de toucher un petit peu à tout, de faire des parties variées, des choses comme ça. Donc plutôt agréable. En fait, idéalement, dans un jeu parfaitement balancé, puis c'est pas pour rien qu'on a mis ça à B, ça serait balancé, tout le monde se retrouve là avec un ou deux joueurs légèrement, une ou deux armées légèrement au-dessus, une ou deux légèrement au-dessous, et le jeu serait parfait, quoi. Ouais, exactement. Ça serait l'objectif ultime. Alors bien sûr, si un jour toutes les armées sont à B, et ben on se dira, ouais mais regarde, celle-là elle est B+, celle-là elle est B-. Je pense notamment, j'ai joué à Star Wars Légion là, pendant mon break des jeux Game Workshop, et les mecs disent, ouais, l'armée est totalement broken, 53% de win rate. Ouais, ok, c'est vrai. 3% de win rate en plus, quand t'as les armées à 47, ça fait un gros écart. Mais quand tu parles de games, t'as les armées à 17 et les armées à 75. Donc bon, fondamentalement, encore une fois, l'équilibre, on le place là où on a envie. Et ensuite, bah voilà, c'est dur de gagner avec, c'est-à-dire c'est des armées où ça va être un peu plus compliqué, notamment parce que des fois vous allez avoir qu'un seul plan de jeu, donc si l'adversaire a un contre. Encore une fois, j'aime bien l'exemple des Skaven. Le Skaven, c'est très facile de faire une armée de guérilla avec beaucoup de magie. Bah, si l'adversaire il a une poupée infernale, ou si tous les malus que vous allez faire, il s'en tape parce qu'il a des flèches magiques avec sa déesse, avec sa DL qui le protège, et que vous soyez à courte portée dans la plaine, ou caché avec 3 debuffs à moins 1, tirailleur, couvert lourd, et qui vous dit, ah non, moi je suis un Luchabdi, je te touche à 4, bon, ça va être très compliqué. Et enfin, le dernier, facile de perdre avec, c'est clairement les armées où, à notre niveau, on va juger que, par défaut, si vous avez le même skill que votre adversaire, au même jet de dés que l'adversaire, spontanément, vous allez un peu plus perdre. Alors, on va pas vous spoiler ce qu'on dit dans la deuxième vidéo, mais l'un des exemples qu'on a, c'est la WAC de Troll, où il y a beaucoup de règles qui sont fun, mais qui font que ça peut se retourner contre vous. Et si déjà votre armée peut se retourner contre vous, que après vous avez la notion de jet de dés, des choix, de tout ce qui peut aller, etc., bon, bah ça forcément, ça donne une armée qui est plus compliquée à jouer, plus compliquée à maîtriser, et donc qu'on a mis en D. Ça ne veut pas dire que vous ne gagnerez pas avec. On a vu notamment grâce à MetaHammer, encore une fois, c'est pas une sponsor, mais c'est un très bon exemple. Toutes les factions peuvent gagner des tournois à The Old World. Toutes, sans exception. À partir de ce moment-là, bon, on discute de détails, quoi. Puis, je pense que dans une de tes vidéos précédentes, tu le mentionnais, ça reste que au final, c'est pas un jeu de liste. Oui, les listes donnent des avantages, mais il faut la jouer, la game, puis il faut bien la jouer parce que un joueur au Roi des Tombes qui est dans le S, encore une fois, un petit spoiler, mais un joueur Roi des Tombes qui fait un mauvais déploiement, qui a un plan de match qui n'est pas à point, ben, il peut se prendre une défaite contre quelque chose contre lequel il aurait dû gagner. Donc,
oui, ce jeu-là, avoir certaines armées, ça nous donne un avantage compétitif, mais il reste qu'au final, le skill du joueur reste là. Mais c'est pour ça qu'on parle de différence d'avantages de niveau compétitif plutôt que de dire ah, ça c'est broken, ça c'est imbattable, ça c'est ci, ça c'est ça. Il n'y a rien qui est complètement imbattable. Puis un bon joueur peut faire fonctionner une armée à D, mais ça va être plus compliqué. Puis ça se peut que, ben, à un moment donné, ça parte dans la mauvaise direction et ça se passe mal pour lui. Ouais, exactement. Alors, on en parle dans notre vidéo, ce qu'on appelle la victoire morale. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu vas être content de perdre avec certaines armées. Moi, je le vois même en homme bête. Hein. Il y a des moments où je perds. Mais bah voilà, tu vas jouer contre une énorme gunline qui va avoir un peu de chat, qui va avoir le toss. Sur une table, bah, t'as pas eu de bol, t'es tombé sur un layout convenu, t'as pas pu placer les décors, donc t'as la table qui est contre toi, t'as le truc. Ah, dans ce cas-là, faire un résultat intermédiaire où tu perds de peu, ou un 8-12 qu'on ramène au 20-0, bah, Ouais, franchement, c'est plutôt agréable. Bon, bah, il y a des armées où, clairement, l'objectif, ça va être de mettre 8 contre beaucoup d'armées. Et si tu claques ton 8 en jouant Skaven contre un Breton, bah, franchement, t'as fait un super taf. Et puis, t'as le droit à ta petite tape sur l'épaule pour te féliciter là-dessus. Donc, bon, de toute façon, je l'ai dit le mot. Hein. Je l'ai dit. Hein. Breton. on commente avec eux. Allez, je te propose de commencer, de nous dire ce que tu as trouvé de bien, les points forts, etc. Et puis on va en discuter tranquillement. Écoute, les Bretons, c'est l'armée de la mobilité suprême en ce moment, en raison d'une seule et unique mécanique, c'est les skirmishers qui volent. Donc, de ce côté-là, c'est sûr et certain que les Bretons, pour moi, sont une armée qui est extrêmement forte. Ils ignorent beaucoup de choses qui posent problème à certaines armées. Donc, non seulement ils ont une unité qui est la meilleure unité de leur armée, les Pégases, mais qui est probablement une des meilleures unités du jeu aussi, surtout quand on y incorpore des personnages. Alors, donc, la seule chose que je dirais qu'il ne faut pas oublier par contre des Bretons, c'est que quand ça rebondit, ça devient compliqué et c'est peut-être pour ça que on n'a pas mis les deux tiers-listes en relation les unes avec les autres. J'ai l'impression que si on mélangeait les hordes sauvages avec les forces fantastiques, on mettrait peut-être le Breton derrière le culte mortuaire. Je sais pas où t'en penses, mais pour moi, dans tous les cas, le Breton, en grande armée et en exilé, c'est du S. Oui. Et en croisade, je vais la mettre en C parce que ça reste du Breton, mais elle a des problèmes que les deux autres n'ont pas du tout. Donc, puis, ceux qui vont aller voir notre autre vidéo, ben, on a remarqué que les armées full cavalerie qui sont proposées dans les Arcane Journal se ramassent pas mal dans le C habituellement. Ouais, c'est assez amusant. Alors, pourtant, on est sur une version où quand tout le monde quand t'entends les gens s'en plaindre, ils expliquent que l'infanterie ne sert à rien. Au final, les armées full cavalerie, on les voit pas comme ça. Bon, après, il faut relativiser. Le Breton, en grande armée et en exilé notamment, est capable d'avoir Ouais. une très bonne mobilité, tout ce qui va avec, tu l'as dit, les Pégases, notamment. L'exilé a accès à la bombarde. En fait, vous allez avoir une Mm. différence entre la grande armée et l'exilé. La grande armée va être un petit peu moins stable sur le moral, mais avoir une défense magique vraiment très impressionnante, avec les prophétesses qui vont te mettre résistance à la magie 2, avec Élise Duchard, des choses comme ça. Là où l'exilé va être beaucoup plus fiable, parce que vétéran, parce que obstiné, donc vraiment capable de tanker sur le moral beaucoup plus sereinement, va avoir des bombardes. Par contre, en termes de protection magique, on commence à être vraiment à poil, et dans le meilleur des Mm. cas, on aura un mago level 3. Et un vrai level 3, hein, pas comme Élise Duchard qui est level 3 mais qui compte comme un level 4 avec des petites règles magiques qui vont bien. Donc, Mm. et c'est d'ailleurs ce qui fait que pour moi, je mets la grande armée devant l'exilé, même si l'exilé est explosif comme c'est pas permis, avec la bannière d'avant-garde sur les personnages, avec la hache frontalière, avec énormément de choses qui permettent vraiment d'insister sur la puissance qui est l'unité de Pégase. Mais la grande armée, même si elle a pas ce petit côté je te rentre dans la gueule T1 parce que t'as déconné, t'as mis oh le loser, il a mis une unité à 24 pouces de mon armée, t'as collé ta zone de déploiement, je te charge T1. Très fun. Euh, voilà, c'est une armée qui est forte. Alors, souvent on disait que le poster boy de Game Workshop, c'est longtemps le Space Marine. Le Space Marine, il avait une règle qui s'appelle Et ils ne connaîtront pas la peur, qu'on transformait souvent à Mm. Ils ne connaîtront pas les règles. C'est-à-dire où, là où les joueurs ont plein de malus, plein de trucs à prendre en compte, le Bretonien s'en fout. Le Pégase voit 360, a une mobilité de malade, vole. T'as un objet magique qui fait que l'adversaire ne peut pas voler,
sur des conditions assez simples. Hein. Tu peux vite monter soit à commandement 9 pour l'utiliser, ou à commandement 8 relançable, ou même 9 relançable, si vraiment tu veux y aller. Voilà, il y a trop de moments où il y a un côté poster boy, en fait. Où on a compris que le Breton devait être fort, on a compris que le Chevalier Pégase, que vous vendiez la boîte à 55 balles ou à 60 balles les trois. On a compris Game Workshop, on a compris. Maintenant, bon, faites un petit geste quand même. Montrez que vous prenez en compte les retours quand même. Oui, écoute, pour le débat entre la Grande Armée et les exilés, je pense que c'est d'abord et avant tout une question de préférence, en fonction de ton playstyle, qu'est-ce que tu as envie de jouer. Même si c'est les mêmes unités, la Grande Armée, moi je pencherais plus de ce côté-là en raison de sa stabilité au tanking, de pouvoir avoir le blessing euh, euh, à toutes les games, pas devoir aller le chercher. Ben, ça fait en sorte que si tu pas, ben, de toute manière, tu vas toujours donner le premier tour à ton adversaire, mais au moins, tu vas avoir ton invul qui va venir un peu t'aider. Puis, la grande vulnérabilité des Brotos, c'est les gunlines. Je pense que là-dessus, tu vas être d'accord avec moi. Des Pégases, c'est fort, mais à 3+, sans invu, ça peut partir dans la mauvaise direction assez rapidement. Donc, au moins, ils sont stables avec vétérans, etc. Mais avoir une bonne force de tir, ça peut faire en sorte que c'est très compliqué pour l'exilé. On l'a vu au LVO, Blue qui a gagné avec sa liste d'exilés du côté de Las Vegas aux États-Unis, l'a dit lui-même contre certaines listes que je n'ai pas affronté des gunlines Roi des Tombes, où je pense qu'il y avait même une gunline de nul. Il dit j'aurais même pas pu espérer gagner si les dés sont moyens parce que je me serais fait oblitérer au tir. Donc, il y a quand même au moins, côté des exilés, cette petite faiblesse qui fait en sorte que, ouais, ok, ils sont stables au niveau du moral, ils ont une puissance en combat avec la haine qui est hallucinante, mais au moins, ils sont un petit peu plus en papier que ceux de la Grande Armée. Ouais, c'est ça. Alors, ils sont amusants parce qu'en fait, vu que quand tu fais un duel de Bretoniens, l'exilé va pouvoir regagner la dame, là où Ouais. le Bretonien de base de la Grande Armée pourra pas prier. Et en plus, bah, dans ce cas-là, l'exilé est capable de ramener de la bombarde, donc du D3+1. Donc en fait, l'exilé est une super réponse à la Grande Armée. Mais bon, si la réponse au Bretonien, Ouais. c'est le Bretonien, au bout d'un moment, on s'en sort plus, quoi. Mais oui, c'est une armée qui peut souffrir, notamment bah, voilà, les gunlines impériales sont un très bon exemple. On rappelle en fait les tirailleurs. Bah, si vous touchez 3 Pégases avec votre boulet de canon, ça fait 3 Pégases de toucher. Ce sont les unités en rang qui réduisent en fait le nombre de touches, et, euh, et pas les tirailleurs qui ont une règle spéciale. Donc il y a des moments où, bah, quand vous allez affronter une gunline, c'est facile de vous mettre hors de portée de tir, ou de mettre une grande ligne de paysans, vous mettez 40 paysans en line hammer, vous allez bloquer les lignes de vue, et ça sera assez bien. Mais si c'est des canons, bah, les canons vont être capables de traverser les unités, de jouer sur les lignes de vue, des choses comme ça, tirer en limite. Et bah, là, vous allez vous prendre des strikes. Et pareil, encore une fois, un baron, dans un pack de Pégase, s'il n'y a pas 5 Pégases, il n'a pas d'attention chef. Donc, vu comment ça peut se passer, bah, il va peut-être être protégé du premier boulet si vous avez mis un pack de 5 Pégases. Vous allez en tuer au moins un ou deux, parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'invue tant qu'il n'a pas détruit l'unité au corps à corps. Donc, vous allez être capable en fait de faire des gros strikes avec des grosses listes. Et puis, encore une fois, on a ce roi des tombes avec ses beaux chaptis qui font du damage 2, on a l'arche qui est damage 2. Enfin, il y a énormément de choses qui sont désignées pour casser la gueule à du Broto. Et je vous renvoie notamment à la vidéo sur Sword and Baguette où on a fait un point sur le roi des tombes, la solution anti-Broto. C'est le cas. C'est vraiment le cas. Le roi des tombes est une solution à beaucoup de choses. C'est même un autre problème. Mais clairement, ce qui fait que si on faisait un classement, comme tu l'as dit, mitigé entre les Ravening Horde et les forces fantastiques, et les forces à fantasy, bah, clairement le roi des tombes sera devant, parce que même si les deux sont très forts dans beaucoup de match-up, bah, y en a un qui déboîte l'autre. Mm. Non, je suis d'accord avec toi. Bon, meilleure unité de l'armée, est-ce qu'on y va à part les Pegasus Knights? Voilà, c'est ça. Si on parle plus des Pégases, il y a beaucoup de sujets. Si on parle plus des Pégases, il y a des très bonnes unités. Il y a les simples hommes d'armes qui sont capables de faire des choses très bien. Moi, je suis un grand amoureux de Élise Duchar. Pour information, j'ai essayé d'utiliser un VPN pour lui créer un compte Wikifit, mais comme elle a pas de page IMDb, j'ai pas pu le créer. Donc mon utilisation de VPN n'a servi à rien. Mais voilà, une très bonne unité, de la magie défensive vraiment parfait. L'entrée, c'est incroyable comme ils l'ont bien fait, ce personnage spécial, avec des avantages, des défauts, etc. Vraiment très bien.
Et moi, en exilé, je suis un grand fan de la bombarde. Alors, c'est peut-être mon côté Ouais. mercenaire où j'aime bien mettre des gros coups de canon dans la bouche de l'adversaire. Mais clairement, une très bonne unité pour moi, quoi. Écoute, tu as parlé des hommes d'armes. Les archers sont pas à négliger non plus. Ils ont leur rôle, si ce n'est que de mourir pour les autres. On en a parlé tout à l'heure. Des lignes d'archers qui sont là pour mourir, puis si tu les ignores, ben, ils vont te tirer dessus toute la game, puis ils vont peut-être te passer une ou deux blessures. Ils causent pas la panique. C'est bon, c'est toujours bon. Donc, bon, est-ce que c'est la meilleure? Peut-être pas, là, mais c'est assurément l'une des plus utiles, en fait. Donc, ce serait mon choix là, comme quelque chose d'extrêmement utile, parce que parler de meilleure unité sans parler des chevaliers sur Pégase, ben, c'est un peu ironique. Du Ouais, c'est côté un du peu sleeper, compliqué, tu ouais. irais avec quoi? Et ouais, par contre, il y a quelque chose dont je voudrais parler. C'est assez rare. Mais il y a deux, trois unités dans le jeu qui font pour moi partie des unités loupées. Et dedans, on a l'unité emblématique de l'armée de croisade, le chevalier errant. Je ne Ouais, trouve rien de bien à cette unité. Je sais que c'est moins cher, mais moins cher pour un truc naze, des fois mettez un peu plus de points, quoi. ouais. Donc on rappelle, c'est du J- chevalier avec une moins bonne CC, qui n'a pas la contre-charge, et qui est impétueuse. Et on va vous dire, c'est le thème global de l'armée de croisade. Vous oh, allez avoir des bonus de force, une charge plus élevée, des relances quand vous avez vos patrons à côté. La règle vétéran, c'est super, mais tout le monde est impétueux. Impétueux, avec du breto, si vous êtes contre un joueur débutant, il ne saura pas en profiter, il n'aura pas de redirecteur, il ne vous tendra pas de piège. Si vous jouez contre un joueur avec de la bouteille, il va jouer avec vous. Je l'ai vu au tournoi de Wavrin, ma dernière game a été contre un breto en croisade, qui a fait 3 bonnes games le samedi, aucun souci, il a réussi à jouer sur les placements, à jouer sur les trucs avec des adversaires qui n'avaient pas forcément des listes avec du redirecteur, ou pas de contre-close, etc. Il est tombé le dimanche matin contre un joueur exilé qui a fait grand-mère et contre moi en homme bête à la dernière. Il a passé un dimanche horrible. Bon, les parties sont bien passées parce qu'on essaye d'être des gens polis, mais clairement, son armée là jouait vraiment contre lui. Et ouais. on l'a mis en C, mais clairement, cette armée là pourrait avoir sa place en D parce que l'impétuosité sur des unités chères, c'est l'enfer. Sur des packs d'orques, de gobelins, tu t'en fous, c'est pas grave si ça meurt et ça fait marrer. Mm. Sur des packs à 150, 200 points, où tu as envie de mettre une bannière, donc il fait 50 points en plus, et ça devient compliqué, quoi. Ah, écoute, moi, j'ai été le premier surpris. J'ai suivi votre tournoi de Wavrin de mon côté de l'Atlantique. Puis j'avais vu, ah, wow, un joueur qui joue la croisade, c'est ça, qui a fait un 3-0 pour sa première journée. J'ai hâte de voir sa liste. Je regarde au final qu'est-ce qui lui est arrivé. Puis là, tout d'un coup, il a chuté complètement dans le classement. Bon, écoute, on va se dire la vérité quand même. Perdre contre Café Grand-Mère ou contre toi, c'est pas gênant non plus. Là. Vous êtes deux vétérans qui ont beaucoup d'expérience, des bons joueurs. Mais il reste que je m'étais posé la question, puis euh, j'ai bien de la misère à voir la place de cette liste-là dans la méta actuelle. Je suis d'accord avec toi. C'est assurément une C, puis écoute, le débat par rapport à la mettre en D, ça en prendrait pas gros pour me convaincre que tu as raison. Ah ouais, on l'a essayé, mais du Pégase impétueux, c'est l'enfer, parce qu'avec là, d'un seul coup, ton 360 et ta charge à 19, qui peut même monter à 20, t'as envie de te foutre en l'air, parce que l'adversaire, il va commencer à jouer avec toi, il va te faire charger dans des angles horribles, avec tes trucs, il va se mettre... il va dire, attends, je m'aligne un petit peu sur le côté, comme ça, tu vas me charger, tu vas placer ta première figurine, et après les autres, tu pourras pas les placer, parce qu'ils seront... il y a le bord de table qui va les... Enfin, tu peux perdre Mhm. ta meilleure unité, comme ça, juste sur un jet de dés, si l'adversaire est un peu malin. Donc on le met pas en D parce que ça reste du breto. Enfin, il y a tellement de règles qui sont bien. Ton armée qui est rapide, t'as une bonne save, t'as énormément de choses qui sont très intéressantes. T'as du vétéran avec l'armée, c'est super. Mais purée, quand tu vois qui est capable de faire la grande armée ou les exilés, et en face ce que tu dois faire pour juste être potable avec une armée de croisade. Enfin, je veux dire, je sais qu'on est 300 ans avant Jeanne de Lyonesse, hein, on n'est pas, en termes de lore, on n'est pas à l'époque de Total War, mais quand même, là, il faudrait un petit truc, un petit contrôle de Mhm. l'impétuosité, comme les orques noirs, tu vois, qui est sorti un perso Ouais. spé croisade, une Jeanne de Lyonesse like, ça serait une nana en plus chez les Bretos, vous lui mettez la coupe de cheveux de Jeanne d'Arc, on comprendra tous qui c'est, ça câble l'impétuosité en bulle,
mais faites quelque chose. Les laissez pas comme ça. Et pareil, il y a plein d'unités qui deviennent injouables en fait, simplement à cause de cette règle, dans cette armée-là, qui n'a pas bande de guerre. Hein. Donc tout ce que vous avez, c'est la relance des astres, donc vous allez aller plus vite. Donc si l'adversaire fuit, vous allez aller entre loin et trop loin quand il va se barrer. C'est vraiment très compliqué. Je pense que la seule raison pour laquelle on les met pas dans D, en fait, tu sais, à t'écouter parler, c'est que ben, vous avez quand même 50% de chance de réussir votre jet d'impétueux. Donc, vous avez seulement 50% de chance que ça se passe très, très mal. Puis sinon, ben, vous jouez du brotto, donc vous avez une chance. Alors, on tranche là-dessus. On tranche là-dessus, on les laisse en C en raison de ça. Mais on termine avec la Sleeper Unit. Moi, j'irais avec, écoute, les Knights of the Realm on Foot. Après avoir vu ce qui a été fait par un joueur au WTC, autant au début, je me disais, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Autant je me dis, ah, peut-être. Moi, c'est l'unité que j'adore. C'est l'unité que j'adore. Quand j'ai commencé The Old World, là, il y a à peu près un an, ma première liste c'était d'exilé, hein, tout en amour. Je voulais jouer Tiléen. Moi, j'avais joué mercenaire à l'époque, donc faire une armée un peu dans le même délire, ça me plaisait. J'avais pas mes piquets, mais j'avais des hommes d'armes vétérans, machin, ça. Je trouvais mon équilibre. Et j'avais 2 packs de chevaliers à pied, que je trouve fantastiques. J'adore leur impact. En plus, tu peux les jouer en démonologie en exilé. Donc t'as vraiment des trucs dégueulasses à faire, des combos, des colonnes de marche, du mouvement de 36, enfin que des trucs fantastiques avec de l'obstiné. Donc même si le mec te charge, bah tu vas fallback, tu vas perdre 3-4 mecs, tu vas te perdre, tu vas fallback in good order, tu vas te mettre en linehammer, et là si le mec il te rattrape pas, tu vas prendre de la charge dévastatrice, de la furieuse charge dans la bouche, avec une bonne force et tout ce qui va avec. J'adore cette unité. Clairement, moi c'est une des unités que je préfère. Je n'aime pas le Chevalier du Royaume, clairement, c'est une unité à monter, c'est une Ouais. unité que j'aime pas. Parce que j'ai l'impression que tu as le syndrome de la lance molle un petit peu trop souvent. Il y a trop Mm. de moments où tu vas rien faire. Et je commence à me dire que il y a trop de moments où, bah, en fait, c'est juste des mecs avec 2 attaques force 3. Parce qu'à l'impact, tu vas pas être capable de rentrer dedans suffisamment. Il y a trop de moments où l'adversaire il va juste céder du terrain et pas fallback une good order. Tu auras plus tes lances de cave. Et tu as des mecs à 20 points, plus de 20 points, qui vont te mettre 2 attaques force 3, une attaque du cheval et une attaque du gars. Et je trouve ça vraiment inférieur. Là où l'arme lourde donnée par le chevalier à pied peut vraiment faire la différence. Mm. Je suis 100% d'accord avec toi. C'est pour ça que j'ai nommé le Knights of the Realm on Foot comme sleeper. Sinon, je pense que les Chevaliers du Royaume, leur place, c'est essayer de combiner une fois par game. Sinon, tu les caches et tu essaies de pas donner des points avec parce que c'est dangereux de les utiliser. Ouais, c'est ça, ça joue en redirecteur. Il y a Café Grand-Mère qui les joue comme ça, juste comme un petit redirecteur Ouais. ou pour bloquer les lignes de vue adverses en les mettant en colonne. Voilà. Le fer de lance est une très bonne formation pour tout ce qui est mouvement. Parce qu'en fait, même si tu as une unité de 7-8 de large avec des culs énormes à la fin, bah, c'est le deuxième rang qui compte. Donc en termes de mouvement, ça fait des roues vraiment pas énormes, vraiment pas chères. Ça permet vraiment d'en profiter. Et si ça fuit, c'est pas grave. Surtout si t'es en vétéran, tu vas fuir, tu vas te rallier avec un +1 grâce au musicien, relançable avec ton vétéran. T'es super stable. T'es vraiment super stable pour le ralliement. Mais clairement, c'est pas ma vision de ce qu'est une charge de chevalier, quoi. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur les brottos ou on s'est débarrassé du Oh là choix, là, je pense, qui est le plus l'éléphant dans évident? le couloir est Puis, sorti, là. On peut passer à ceux que je déteste à tout niveau, que ce soit sur table ou dans le lore. On peut passer au OL si tu veux. je les adore personnellement, alors ça me va. Écoute, Bah écoute, vas-y, je te laisse pour... nous dire ce qui est bien et pas je bien laisse y chez les hauts aller. elfes. Moi, les amateurs de la chaîne savent déjà que je déteste tout. Le lore, le Ouais. gameplay. Pour moi, il n'y a rien qui va dans cette armée. Donc, vas-y, je te laisse en dire un petit peu de bien et je te dirai beaucoup de mal comme ça. Écoute, pour moi, en ce moment, ils ont des builds très très forts qui font en sorte qu'ils sont assurément en A pour moi. Pas loin du S, mais je les mets en A, top of A pour les forces fantastiques. Donc, je crois que leurs dragons sont excellents. Ils ont des possibilités, des objets magiques qui sont super bons, très communs, qui donnent une survivabilité au personnage qui est super intéressante. Euh, les Sisters of Averlorn sont excellentes, surtout si tu peux les prendre en base pour jouer le point denial, donc le refus pas le refus d'engagement, mais tu vas avoir des archers qui sont capables de faire quelque chose de très intéressant et qui sont très durs à aller pincer et à tuer. Donc ça, je trouve ça intéressant.
c'est pour ça que je les mets en A. Et je dirais même que pour les avoir affrontés là, 2 fois dans la dernière semaine avec mes Rois des Tombes, ça peut être même compliqué, par exemple, pour les Rois des Tombes, si, je jouais sans le familier de sort pour tester après le changement de la fac pour voir est-ce que c'est viable. Ben, les elfes, s'ils ont des princes dragons, plus 2 dragons, plus des aumes d'argent, moi, j'ai pas Plague of Rust. Pouh, que c'est compliqué. Donc, ouais, je les mets en A, très très élevé. Euh, mais bon, ils sont vulnérables au Breteau, je crois, quand même. Avec les ducs, les Monster Slayers, les Pégases qui vont dicter les engagements et tout. Donc, c'est ce qui fait que je les place là. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, en fait, ils représentent les deux choses, les deux défauts principaux qu'on peut voir à The Old World. Notamment, alors, c'est ce qu'on dit, enfin, c'est une phrase que j'aime bien dire. C'est en amical, le problème c'est les dragons, en compétitif, le problème c'est le breton. Bon, maintenant il y a le roi des Ouais, tombes qui lève la main en disant hé, mais bon, c'est un autre je sujet. suis là! Clairement, il y a des choses dans l'OL qui me dérangent profondément. Le pack de Sœur d'Averland en base à 600 points qui amplifie les sujets de rétention de points et tout ce qui va avec. C'est facile de jouer contre, hein. On peut faire un no match, refuser de la jouer. Il y a des armées qui sont capables d'aller les chercher, même si le paquet est terré, etc. C'est pas vraiment le sujet. Les stellaires, je suis désolé, les triple saves sur les dragons, c'est pour moi beaucoup trop fort. Que ce soit ta triple 5 qui fait 70% de chance de tanking, Mm. c'est débile. L'amulette d'opale qui est spammable, à quel moment un mec s'est dit on va laisser ça sur les dragons. Enfin voilà, ça contre en fait, on a un contre universel dans The Old World, c'est l'épée tueuse de héros qu'on a un objet magique commun. Où toutes les armées sont capables de le sortir, en plus des armées qui ont des solutions, qui ont des grands canons, qui ont des ducs, qui ont plein de petites solutions pour aller faire du 6 magique, ou même de taper comme une brute. Et là, tu as cette amulette d'opale qui est spammable, où tu as des mecs qui vont en arriver avec 2 ou 3 et qui auront 2 ou 3 invulnérables à 2 plus sur un gros dégât qu'ils pourront prendre dans la tronche. En plus, comme t'as pas de restrictions sur l'ordre entre l'invu et la régène, les mecs vont d'abord tenter leur régène sur un coup de canon avant de tenter l'opale derrière. C'est énervant, parce que clairement, t'as envie de dire non, non, mais les gars, normalement, c'est armure invu régène. Le mec dit ah bah non, il n'y a rien qui va dans ce sens-là, c'est pas précisé, les deux sont après les saves. Ah donc, donc un petit peu frustrant par rapport à ça. Pareil, la graine de renaissance. Quand tu vois qu'en KO, tu dois payer 45 ou 50 points pour avoir une régène à 5, que eux l'ont spammable à 20 points, ou peut-être 25 points, mais dans tous les cas, j'ai envie de me plaindre. Donc je vais dire 15, même si c'est faux. Je crois que c'est Ça, 20. pour Je moi, crois que ça c'est va 20. pas. C'est des choses qui vont pas, c'est des choses qui amplifient en fait les défauts du jeu, et c'est pour ça que l'une des grosses listes qui a performé en début d'année dernière, à la Depticon, c'est la doublette de dragon qu'on a vue. Mm. C'est facile à jouer, on l'a compris, c'est compliqué à affronter, c'est possible. Il y a plein d'armées qui sont capables de le faire, notamment l'Empire. Ben voilà, je vais te claquer 3 boulets de canon dans la bouche au T1, tu vas peut-être te claquer une opale ou 2 opales, et comme ça au T2, je vais essayer de te tuer. Ok, super, mais je trouve pas d'intérêt particulier. En fait, je trouve pas que ça enrichit le gameplay. Et encore une fois, on va pas spoiler, Mhm. mais pour moi, la grande armée Elf a le même problème que Lost Royal, Roi des Tombes. Ça Ok. va te créer forcément un des deux joueurs qui sera frustré à la fin de la game. Soit le mec à les contre, tu vas perdre parce que tu mérites de perdre, et encore des fois, tu fais un quadruple 6 sur ton invu à 6 de petit homme dragon et t'es le roi du monde, ou voilà, t'as un petit peu de chat. On pense notamment à Olivier, hein, que t'as affronté aussi, qui est un très très bon droitier, en tout cas Ouais. sur Warhol. Je lui souhaite d'être aussi bon en vrai. Ce qui fait que l'adversaire va juste être frustré. Il a ses solutions, mais toi, tu vas être capable d'avoir le jet de dés magique au bon moment. Bon, bah la game est morte, et puis tant pis, on se serre la paluche, et puis bien joué à toi. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va créer du no-match, et c'est ce que je trouve dommage. Alors en plus, comme moi, c'est une des armées où je déteste dans le lore, voilà, j'ai là le cliché du nain versus l'elfe. On n'est pas jaloux, Ouais, on est ouais, ouais. conscient des différences. Et voilà, c'est quelque chose qui est pour moi, Alors, je te que je pose trouve une amplifié. question. Et je suis Je vraiment te pose frustré en une fait de question. ce que propose la grande armée Elf actuellement au niveau du jeu, quoi. Est-ce que tu les places en A ou tu les places en S? Je les place en A parce qu'en effet, le roi des tombes est capable de bien leur rentrer dans la gueule. Le bretonien est capable de les calmer parce qu'au bout d'un moment, si tu te prends 2 ou 3 6 magiques sur un duc ou un baron avec le tueur de monstres, bah, t'auras qu'une ou 2 opales. Donc voilà, il y a ça qui fait que c'est acceptable. Pareil, il y a les listes de l'Empire qui sont capables de mettre des gros boulets de canon dans le visage. Il y a des contres.
mais clairement, c'est très facile de gagner avec. Pas au point où c'est dur de perdre avec, parce que tu as quelques match-ups qui sont quand même un peu compliqués, et notamment Ok. des patrons dragon, des patrons sur dragon en KO qui sont capables de te dire attends, on va faire un 1v1, même des fois un 2v2, je vais te choper. Je vais te choper et je vais gagner. Hmm. Donc, euh, donc voilà. Euh, qu'est-ce que tu mettrais comme meilleure unité du jeu, pas du jeu, pardon, de l'armée, si on enlève les dragons? Si on enlève les dragons, moi c'est l'archimage. L'archimage avec sa relance à tous les tours, très fort, Hmm. voilà. Et surtout, cette capacité à aller chercher de la haute magie, qui est un domaine qui pour moi pareil est tellement puissant, entre la marche entre les mondes pour filer éthéré, mouvement de réserve à son pack, même s'il est sur un dragon, hein, ça marche aussi, ou Ouais. le Tempest, qui en fait est un vortex qui va faire une zone de terrain difficile autour. On vous rappelle, terrain difficile, quand vous chargez à travers un terrain diff, vous avez -1 en mouvement, sauf si vous avez mouvement à couvert, et surtout, même si vous avez un mouvement à couvert, vous allez lancer, dans les 2 dés que vous prenez, vous allez prendre le plus bas. Et l'air de rien, ça va vous ralentir. Alors je parle même pas des cas où vous jouez sur vos rangs et l'adversaire va vous les retirer. Typiquement, voilà, un pack de gobelins de la nuit à portée d'un vortex, déjà il peut pas sortir ses fanatiques, parce que s'il sort son fanatique, il est en terrain diff, donc il est Il mort. meurt. Et surtout, il aura pas ses bonus de rang pour son commandement. Je, voilà, je trouve ce Ouais. domaine tellement fort, avec un sorcier qui a une relance par tour, là où l'elfe noir a une relance par game. Bon, Pourquoi? tellement fort, tellement fort. Écoute, pour avoir affronté l'archimage, moi il était sur Dragon de la Lune, donc ouais, quand même problématique. Surtout quand j'ai réalisé que son Walk Between Worlds, ben c'était range self, puis qu'elle allait le caster même en combat. Donc Ouais. j'ai fait comme oulala, ça part mal. Bon, je m'en suis bien sorti, j'ai été chanceux, mais ouais, très très complexe. J'aime aussi un peu dans la lignée de ce que toi tu fais avec la Grande Bannière. J'aime beaucoup le porteur de Grande Bannière sur Griffon ou sur Phoenix dans certains cas. Bon, je trouve que ça amène quelque chose de très intéressant pour combiner avec autre chose, ou même aller tout seul dans certaines choses. Donc, un personnage qui est très intéressant. Sinon, je pense qu'en termes d'unité, ben, on en a parlé, les Sisters, on peut pas passer sous le silence leur potentiel. Euh, Là, ils ont un volume de tir, c'est magique. Euh, Armor Bane avec déjà une PA de -1 de base, ça peut vite devenir compliqué de faire des saves contre ça. Puis bon, et ben, eux, ils ignorent le couvert. Donc, il est très très stable en termes de potentiel de touche. Non mais Donc, c'est une bonne très unité, bonne c'est juste qu'elle unité. a rien à foutre en base. Ouais, exactement, on est C'est ça d'accord. le problème en fait, Le hein. fait de prendre. C'est le fait Ouais. de jouer un pack en base qui fout le bordel. En spécial, en élite, il n'y a aucun souci, ça a sa place, Mm, ça a des défauts, c'est quand même assez cher, etc. En base, non. ouais. Surtout dans une armée où, en fait, on te dit, voilà, t'as une contrainte, machin, d'avoir une générale, une sœur générale, machin. T'en fous, t'as un héros sur Grande Bannière qui sera pur de cœur, donc pour un commandement neuf à 18 pouces, s'il est Mm, sur Griffon ou sur c'est Dragon. le fond. Comme tu l'as dit en plus, il aura potentiellement une bannière. Ils ont une bannière de guerre améliorée qui fait plus D3 et pas plus. Ouais. Oh! Oh! Ça va, oui! Non, non, il y a des belles possibilités de ce côté-là. Quelle serait pour toi l'unité un peu qui passe sous le radar, le sleeper unit? En fait, j'ai l'impression que l'unité qui est très mal utilisée pour l'instant, et est-ce que c'est parce qu'elle est mauvaise ou est-ce que parce que on la compare avec ce qu'elle a été, c'est le Grand Aigle. Le Grand Aigle, c'est une unité que je trouve fantastique sur le papier, mais même pour l'avoir joué, je suis systématiquement déçu de ce que ça fait. Et je pense que c'est parce que je joue très mal l'unité. Et de la même manière, j'ai les guerriers fantômes. Les guerriers fantômes, les soldats de Nagarit, là. C'est une petite unité de tirailleurs, plein de règles spéciales, plein de trucs comme ça. Dès que je les joue, je fais n'importe quoi avec. Vous avez un rapport de bataille sur la chaîne où j'ai un pack de 7 qui se fait choper par 5 archers de l'Empire. À la fin, il reste 3 archers de l'Empire et mes gars sont morts. Enfin, il n'y a rien qui va. Il y a rien qui va dès que je joue cette unité. Donc voilà, je suis maudit quand je les joue, c'est normal. Je déteste l'armée, donc les décompense. Je les Ils me se déteste, vengent. hein? Mais ouais, typiquement ces deux unités, le Grand Aigle et les guerriers fantômes, où je pense qu'il y a vraiment de quoi vraiment les utiliser et qui ont toutes les billes, toutes les armes pour faire le boulot, quoi. Moi, je vais y aller du côté. Ben, je vais t'en proposer deux aussi, je vais tricher un peu. Leafy Guard, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Surtout avec ce qui s'en vient dans le Arcane Journal. Si jamais vous voulez savoir un petit peu, avoir des spoils, j'invite à aller sur la chaîne Ten from the Back. J'en ai fait une vidéo, on a eu des informations super intéressantes. Ça va être confirmé sous peu, vous allez voir, ça va être
beau à voir ce qui s'en vient pour les Seaguards. Sont souvent placés de côté en base, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant. Puis il va y avoir vraiment des multiplicateurs intéressants qui s'en viennent. Mais sinon, euh, j'ai le goût de te dire, les princes dragons, les Dragon Princes, qui sont souvent, ah ouais, ils ont impétueux, ci pis ça, il reste que du 2+, c'est chiant à gérer pour beaucoup de gens. Oui, impétuosité peut être un problème, mais en même temps, sur une unité de cavalerie qui veut se retrouver en combat, ben, au pire, ben, le premier tour, tu t'en vas dans quelque chose que tu voulais pas vraiment tuer tout de suite parce que t'es pas une cible privilégiée, mais bon, si tu peux overrun et reform après, ben, tu vas peut-être être en excellente posture le tour d'après. Alors, pour moi, l'impétueux sur ce genre d'unité-là est moins dramatique parce que le reste de l'armée est ultra fiable. Donc, je pense qu'ils sont quand même très très forts et si vous les affrontez et que votre adversaire a pensé à mettre l'objet magique qui leur donne un invu à 4+ sur les Les sorts, projectiles sur magiques, ouais. les projectiles magiques, aïe aïe aïe. J'ai été chanceux, hein. Moi j'ai eu un anneau de rubis de ruine, 12 touches, qui a fait 9 blessures, puis il y a eu 3-1. Alors, sur ses sauvegardes d'armure, alors il a raté, j'ai réussi à aller chercher le pack au final grâce à ça, mais écoute, c'est l'anomalie statistique, là, ça devait pas arriver. Donc, très très dur d'aller chercher ces points-là. Ouais, Moi, je suis pour moi, d'accord. c'est un genre de sleeper qui est dans le livre, qui n'est pas assez utilisé par rapport au potentiel qu'ils ont. Bon, écoute, moi j'ai même envie de proposer de teaser un peu. Alors là, on va vous envoyer directement vers la vidéo de Ten from the Back. Si tu devais placer l'armée de Lothern et l'armée de Kras en termes de tier list, sans détailler pourquoi, parce que là on laissera les joueurs aller voir directement, d'aller voir votre vidéo. Vas-y, je te laisse en parler. Ok, si l'armée de l'Oterne, elle sera assurément minimalement au même niveau que la Grande Armée, à mon avis. Euh, Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'elle ne monte pas plus haut? C'est la magie. Allez voir la vidéo. Euh, du côté de Kras, oh là là. Je pense que ça risque d'être entre un C fort ou un B-. Parce qu'ils ont accès à des choses très fortes, mais je crois pas qu'ils en ont fait assez. Alors, on peut le mettre top of C ou en bas du B, mais pour moi, euh, il laisse trop de choses sur la table par rapport aux gains. Et puis, je peux me tromper, hein. On a vu des choses. Est-ce que ce qu'on a vu sera ce qui va être officiel? Mais basé sur les informations que j'ai bien de la misère à la placer au même niveau que les deux autres. Donc, assurément, pas dans A, peut-être B, probablement C. Ouais, moi, alors voilà, par principe, je dirais pas bien joué Game Workshop pour une armée elfe. Donc je le mets forcément en C. Et encore, voilà, j'aimerais que ça soit un espèce de tiers elfe. C'est-à-dire dur de perdre avec, mais vous méritez quand même de perdre. J'adore, j'adore. Alors, quelle armée pour continuer à ton tour de choisir? Eh ben écoute, moi je te propose, après très peu de charisme et de virilité, je te propose de passer au nain, qui est l'antithèse, donc l'une des armées que j'aime le plus. Pas forcément l'une des armées qu'on a vu briller, alors c'est une armée qu'on a vu briller en théorie Hammer pendant 3 jours, quand les mecs ont commencé à dire il faut jouer 1 milliard de gyrocoptères. Bon, après les mecs Ouais, ont fait les stats et se sont rendus compte que 1, ça faisait pas tant de dégâts que ça, et 2, il y a les mecs qui ont s'appelle un corps de Frédémon. Autant te dire que la notion de vol, tu te la mets derrière l'oreille. Donc avoir une armée qui ouais. boule de 2, c'est pas forcément super sympa pour 100 points la figue. Donc, le nain. Et déjà, en grande armée, pour toi, voilà, quels sont les points forts du nain et une première unité qui serait très forte du coup. Écoute, moi, les nains, je dois t'avouer que je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup, j'adore leurs figurines et je les joue un petit peu sur Warhol. Donc, j'ai 4 games avec les nains. Donc, pas une vaste expérience, mais 4 matchs avec eux. Puis on a quand même vu un joueur, Richie en Angleterre, pour ne pas le nommer, très 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 bien performé, GT après GT là, à son niveau, on dira local, là, mais proposer là, une liste très très intéressante de clan royal. Donc moi je pense que les 3 armées de nains vont dans le tiers B. Je pense Ouais, je vais être qu'elles d'accord. sont dans le bien joué games. Euh, Ils ont la meilleure infanterie du jeu parce que tout a bien entraîné.
ou presque, ou a la possibilité de l'avoir, et ça, c'est très très bon. Euh, Ils ont des unités de type qui sont très très solides et très surprenantes, puis au début, quand j'ai commencé à les jouer, je m'excuse, je connais pas le terme en français, mais les quarrelers, les mecs en base avec les arbalètes, Les arbalétriers, ouais. j'étais comme, ah, mais Alors, je sais plus ouais, le nom, mais sont ouais, c'est... merdiques. Ils sont merdiques, ils sont pas bons, pis ci, pis ça. Puis là, je parlais avec mon ami Alex, qui est avec moi dans Ten from the Back, puis il m'expliquait, ouais, mais si tu les joues comme ça, c'est fait. Puis là, j'ai commencé à le faire, puis j'ai fait, oh, pour 56 points, ils sont intéressants en petit pack. Tu les mets dans les coins de la map. Si ton adversaire va les chercher, il prend 2 ou 3 tours pour aller les chercher. Puis sinon, ben, tu tires à longue portée sans bouger toute la game. Puis tu t'as fait le travail, hein. Donc, il y a des choses intéressantes à faire. Les Iron Drakes, si tu veux me partir sur quelque chose que j'adore, les Iron Drakes, là, avec la roquette, la grenade, leurs guns, sont incroyables. Les Iron Breakers, avec leur armure aussi. Euh, Écoute, je sais pas dans quel ordre mettre le clan royal, la grande armée, la force expéditionnaire. Je trouve ça très difficile. Il me semble tous les trois avoir des trucs intéressants. Puis l'ordre, je pense que ça devient une question de préférence. Peut-être que le clan royal est un peu au-dessus des deux autres, peut-être pas, je sais pas. Ouais, moi, alors, la Grande Armée, j'ai bien aimé la jouer, la jouer l'année dernière, même si on arrivait souvent sur des builds un petit peu similaires, avec souvent voilà, le gros pack de martelier, tout ce qui allait avec. Mais, oh, Mhm. excusez-moi. Ah, comme je disais à Wavrin, j'ai pas ramené de trophée, mais j'ai ramené une crève. Quelle idée. Donc ouais, la Grande Armée était pas mal, mais offrait pas mal de choses. Et ce que j'aimais bien, c'est que tu avais différents builds. Tu pouvais faire des gros packs de certaines unités ou des petits packs. Enfin, tu avais vraiment, avec la même unité, 2 à 3 utilisations. Euh, Comme tu disais, les petits packs de cinq arbalétriers, c'est cool. D'un seul coup, tu les mets par 10 avec une arme lourde, tu mets un forgeron dedans, les mecs, les 6 sont PA-4. Mm. Donc ça va commencer à chasser des petits monstres, des unités de chevaliers, etc. Au corps à corps, pareil. Ouais, le mec, il va t'en tuer Mhm. 6. Ouais, mais les 4-5 attaques qu'il va prendre derrière, il y a peut-être un monde où tu vas perdre 2-3 mecs. Donc avec les tirs de contre-charge et tout ce qui va avec. Très bonne unité. Mhm. Mais ouais, en grande armée, clairement, l'arbalétrier faisait la loi. Et ils ont sorti des forces expéditionnaires qui ont mis en avant les arquebusiers avec les marksman. Donc avec notamment Burlock, une unité qui va quasiment jamais avoir de malus à part le couvert à l'adversaire. Mhm. Vous n'allez pas avoir de malus si vous bougez et tirez. Burlock il va retirer le malus de longue portée. Vous êtes fabrication naine, donc vous n'avez pas de malus en contre-charge. Vous allez souvent tirer à 4. Donc pas mal de petites combos, pareil, avec un forgeron dedans. Les 6 sont PA-4, donc vous êtes sur des tirs force 4, PA-1 et PA-4. Vous avez des nouvelles bonnes unités, vous avez les TAN Gatling, qui sont capables de faire des Ouais. dégâts monstrueux dans les petites unités qui vous emmerdaient vraiment en main. Hein. Les petites unités de 5 Mm. cavaliers légers, c'était l'enfer parce que vos unités, elles ont le pondérou, donc si vous bougez, vous avez -2 pour toucher. C'est souvent un long, donc c'était l'enfer. Là, le mec, il sort de son pack, il fait 2 coups de fusil à pompe, 2 coups de riot gun, on n'en parle plus. Voilà, la cavalerie légère, tu Mm. rentres chez ta mère. Parfait. Ici, on est chez les nains. Ils sont même Donc, dangereux. En fait, le Than, il est même dangereux contre certains monstres, hein, parce que au volume qu'il a, c'est comme un anneau de rubis de ruine. Mais si en plus tu joues avec un Runesmith, pas un Runesmith, mais bon, t'as PA-1, il y a Armor Bane en plus, ouais, il peut exactement. Ah, tu commencer vas à monter sur de la poser problème à PA-4. peu près n'importe qui. C'est Tu ça. vas monter sur de la PA-4 et c'est très très fort. Et contrairement à l'anneau rubis de ruine, ça se dissipe pas. Non, effectivement, et ça touche sur du 3+. Donc, ouais, c'est pour moi, ça, c'est une des meilleures unités qui est possible de construire pour les nains. Et ensuite, ouais, comme tu le disais, on a vu les listes clan royal, donc avec des gros packs, souvent 2 gros packs. Alors souvent, on a eu différentes compos, souvent un gros pack, soit de martelier, soit de longue barbe, ou de différentes choses. Enfin, pas mal de petites compos assez sympas. Et là, on commence à voir aussi, j'ai fait une game la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, contre une liste full tueur. Et la liste full Ah, tueur, en fait, sur le papier, tu dis, bon, c'est juste des tueurs. Et là, d'un seul coup, le mec, il dit, bah, par contre, j'ai 6 ou 8 cherche-morts, des Doomseekers. Donc si tu les tues, c'est moi non. qui ai les points. Ah, d'accord. Et puis j'ai la rune du déshonoré sur mes 2 patrons à 300 points. Donc si tu les tues, c'est moi qui ai les points. Et là, je suis super fier de moi. Hein. Je joue en bête, je les table rasées. Ah bah, je perds. Je perds. Je perds parce que dans tous les cas, tu mettras 1300 points max. Parce que bah, t'as 2000 points de table rasage, moins les 700 points d'unité que tu peux pas tuer.
Et là, d'un seul coup, tu dis, Ouais. attends, mais toi, tu m'as tué 1450 points, là? Ouais. Ah, t'as gagné, bien Non, joué. c'est ça, bien compliqué pour certaines, ouais. C'est un nouveau genre d'armée de denial. C'est un denial, tu dis, on va se taper sur la gueule, mais je vais gagner parce que j'ai des gars qui te donnent pas de points. Même si tu les tues. Donc c'est un peu C'est exactement contre-intuitif. ça. Euh, Et donc, tu vas voir là-bas, tu vas ouais. voir les petites armées avec un petit peu de gyrocoptère, beaucoup de mobilité MSU en grande armée. Tu vas voir les forces expéditionnaires, pareil, avec du gyro, du tir, etc. C'est des armées qui aiment bien avoir du mercenaire. Moi, je sais que dans ma liste force expéditionnaire, alors là, ça a changé récemment, mais je joue un pack d'ogres des Badlands, histoire d'avoir une grosse unité qui bouge bien, qui met des bonnes patates, etc. Et au final, bah, tu te retrouves avec une armée naine qui est plaisante à affronter, pas uniquement comme on a eu pendant des années où tu te déployais dans un coin gauche, tu faisais un Ouais. refus de game, tu avais tes machines de guerre sur une colline, tous tes mecs qui protégeaient tes machines de guerre, c'était d'une tristesse. Bah là, le nain charge, le nain fuit en réaction à une charge, à des petits personnages qui font le boulot, à des tueurs qui sont fiers de mourir au combat, enfin. Mm. Putain, bien joué, Games. Juste bien joué, quoi. Ouais. Bien joué au niveau thématique, au niveau du niveau des armées, au niveau de l'équilibre, tout est jouable. Même si au début on avait certaines réserves, pour ceux qui ont vu notre vue sur la chaîne Turn from the Back par rapport aux forces expéditionnaires, Alex n'était pas convaincu, mais en vérité, tout est jouable, tout est à un niveau intéressant. Donc pour moi, ça c'est une réussite. Si toutes les armées étaient comme ça, ben, on forcerait des choix plus intéressants et on verrait plus de variété, ce qui est toujours positif. Exactement. Est-ce que Ouais, tu as... je te Vas-y, propose vas-y. de passer aux elfes sylvains. Ben, juste avant d'aller avec les Sylvains, as-tu une unité, bon, pour la meilleure unité des nains, tu irais avec quoi? Bah, pendant longtemps, j'aurais mis le ranger, mais clairement maintenant, c'est le Tan avec les runes of bursting, etc. Qui fait 2 tirs à 3+, et chaque touche c'est 2d3, force 4. Et les 6 sont PA -2, quelle que soit son arme, et -4 si vous avez un forge rune avec. Parce que clairement, vous faites des dégâts Non, qui sont ouais. vraiment impressionnants. Et ça règle en fait tous les problèmes de la grande armée et du nain historique, où quand vous prenez le flanc, vous avez rien. Là, il règle tous ces problèmes-là, et c'est pour moi un petit bijou, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Si on parle pas de lui, je pense que moi, les Iron Drakes, je vois encore une fois leur potentiel. Les mettre devant ton bloc, fall back in good order derrière, puis après ça, tu as le pack qui fait la contre-charge ou qui va prendre qui, qui va lui absorber la charge de l'adversaire. Donc, je les aime beaucoup. Puis au niveau du sleeper, moi, j'irais pour, juste parce que je le trouve plus, je l'avais sur mes listes. euh, les Iron Breakers, donc la version de corps à corps. Dans une optique de denial, de refus de donner des points, bon, on a l'option d'y aller avec les Sayers, mais je pense que un gros pack d'Iron Breakers avec l'enclume Et pour c'est les ça, je monter suis à 2 d'accord. plus, avec la bannière aussi pour l'invue à 5 potentiellement, ou dire, OK, ben j'ai un deuxième pack que l'invue à 5 parce que de toute manière, les Iron Breakers ont l'invue à 6. Ouais, il y a quelque chose à faire avec ça. Ouais, je suis d'accord. Ce qui fait que pour moi, l'Iron Break, c'est le brise-fer, comme on dit en France, euh, n'est pas une top unité, c'est que tu as besoin de l'enclume. Et par contre, quand tu as l'enclume, que ce Mm. soit pour le mouvement en plus, avec les colonnes de marche, et t'es bien entraîné, que ce soit avec la save à 2+, relance des as, c'est quand même très tanky, hein, avec Ouais, une ouais, petite ouais. invue derrière. Donc au bout d'un moment, tu commences vraiment à pas perdre des mecs. C'est une super bonne unité. Moi, en termes de lore, je préfère jouer du brise-fer à jouer du martelier. J'aime pas le martelier, voilà, en termes de tronche. Mhm. Et puis voilà, gamin, je voyais les figurines de brise-fer, ces espèces de petites. Ces coffres-forts avec des petites battes là, avec un peu de barbe, même Des des fois choses une de barbe qui est cales de protégée conserve, elle-même hein, par des des cales de trucs. conserve. Alors en termes de gueule, c'est fantastique, et pour moi, il n'y a rien qui représente plus un nain de battle qu'un brise-fer. Ouais, Donc j'ai ouais, je envie suis de jouer d'accord avec toi. l'unité. J'y ai pas accès dans ma force expéditionnaire, sauf si je mens, mais je crois pas y avoir Mm. accès, et donc ça m'oblige à jouer grande armée, et c'est ça qui me frustre un petit peu actuellement. Ok. Mais clairement, c'est une très très bonne unité, mais qui a besoin d'une enclume malgré tout. Je suis d'accord avec toi. Ok, on y va avec les Sylvains. Tu Allez, m'aurais vas-y, je vais posé en la dire du mal, question. parce que moi, les gens qui bouffent de la verdure, ça fait pas des bons voisins. Donc vas-y, je te laisse en parler. Tu m'aurais posé la question il y a 2 semaines, ils auraient été en termes de potentiel dans le S. Parce que c'est pas vrai que c'est dur de perdre avec les Sylvains. Ça demande un skill incroyable pour être au plus haut niveau, mais ils ont le potentiel pour être dans le S. Ça, c'était avant que les Sœurs de l'Épine soient rasées de la terre.
avec Oui, le c'est changement. exactement ça. Ils ont supprimé Lyon. C'est comme s'ils avaient supprimé l'entrée. Ouais, écoute, moi j'en ai parlé dans ma réaction par rapport à cette fac. Games a utilisé l'approche que je redoute toujours, c'est de rendre l'unité pratiquement, je sais pas injouable, mais le fait de pas pouvoir Vraiment pas loin, choisir hein. le sort, c'est pas loin. Est-ce qu'il aurait pu dire, bon, tu choisis un sort, mais tu ne peux pas choisir deux fois le même sort avec tes unités? Déjà là, on en aurait joué peut-être une, peut-être deux pour avoir une version avec la boule de feu, une version avec le pillar, mais au moins, elle aurait été encore utilisable. Là, avec ce qu'ils ont fait, c'est jouer à la roulette russe pour espérer avoir quelque chose de bon, quelque chose de complètement inutile. Moi, je ne paierais pas les points que ça vaut pour ça. Donc, je les aurais placés dans S. Maintenant, c'est dur pour moi de les placer avec ce qui vient d'arriver. C'est comme une grande inconnue. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on peut pas juste multiplier les piliers de feu sur la table avec les elfes? Qu'est-ce que t'en Ouais, penses, je toi? suis d'accord. En fait, comme tu l'as dit, c'était une armée qui. Alors, je déteste les mecs qui disent ouais, mais le Sylvain, c'est dur à jouer, etc. Jusqu'à un certain niveau. À partir du moment où tu sais, quand le mec te tire dessus, avoir le choix, quand le mec te charge, avoir juste le choix entre maintenir et tirer ou fuir. Bon, t'as quand même du Fire and Fleet dans ton armée, donc des fois tu fais les deux. Ouais. C'est pas une armée qui a la difficulté, notamment à The World, qu'elle a pu avoir pendant des années dans d'autres systèmes de jeu, etc. C'est une armée qui peut facilement, avec les éclaireurs, la flèche de Kurnous, assurer que c'est l'adversaire qui jouera en premier. Enfin, tu vas lui filer plus 2 pour avoir le toss, donc là en termes de stats, ça devient vraiment impressionnant. Donc tu peux simplement te déployer pour faire un refus au T1, avoir le minimum de tirs dans ta tronche, tu as des éclaireurs qui tirent empoisonnés. Tu as énormément de choses qui sont très simples à jouer en Elfe Sylvain. Après, en effet, il y a eu ce nerf. Euh, En fait, le problème de ce nerf, c'est que tu as envie de dire, bah voilà, c'est plus du S. Là où ça flirtait entre le bas du S et le haut du A, bah t'as plus envie de le mettre en B parce qu'ils ont clairement pris une énorme baffe, mais tout ce qui est à côté est bon. Mais à cause du nom de la catégorie, bien joué Gobo, t'as pas envie. T'as pas envie de leur dire bien joué parce que vous venez de dégommer une entrée qui, oui, était Mhm. phare. Est-ce qu'elle était broken? Ah, j'en ai pas le sentiment, hein. Moi, pour avoir joué à chaque fois, c'était un truc de dingue, mais les Sœurs des Épines, oui, c'est 5 PV 1 vu à 4, bah, vous tirez dessus, ça va crever, quoi. Et il y a Ça va plein de finir par solutions tomber, pour les ouais. tuer, il y a plein d'unités qui les harcèlent, vous pouvez les choper notamment quand vous jouez. Enfin, je veux dire, j'ai joué nain, j'avais une meilleure puissance de feu, une meilleure mobilité que le joueur Sylvain. Donc, avec les Mhm. gyrocoptères, avec les charges dans le dos, avec tout ce qui était possible, bah, je trouvais pas ce nerf nécessaire. Alors, pour que je défende une armée elfique, autant dire qu'il faut y aller. Mais pour moi, voilà, ça serait un B en termes d'équilibrage pour Balance, mais ça n'a, voilà, c'est vraiment pas un bien joué Game Workshop sur ce qu'ils ont fait de l'armée en l'état actuel des choses. Peut-être qu'on va trouver des listes Kurnous qui vont faire un boulot de malade, peut-être qu'il y a plein de trucs qui vont arriver, on fait confiance aux mecs pour se creuser les méninges et être capable de lire dans la méta bien mieux que nous. Mais là, en l'état actuel, ouais, c'est clairement pas du C, parce que c'est pas dur de gagner avec du Non, Sylvain. non, non, non. Clairement pas, Ouais. c'est très fort. Vous pouvez foutre 60 tirs empoisonnés à 30 pouces, enfin je veux dire en termes d'équilibrage, Mhm. il y a beaucoup d'armées qui disent Non, non. bah en fait je vais pas jouer, hein. Vous avez accès à la haute magie, vous avez accès vous avez accès à l'illusion, je sais plus si vous avez accès à l'élémentalisme en elfe Sylvain, je crois Oui. que oui. En tout cas, ils y avaient accès assurément à travers les sœurs de l'épine, si je me... Pour moi ils y ont accès J'ai un sur le doute. level 4 mais je peux me planter. Je N'hésitez crois pas à que nous oui. Je crois insulter que dans oui. les commentaires. Mais donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour être une grosse gunline bien pénible avec du tir et fuite, de la fuite feinte. Enfin, vous avez tous les éléments qui vont bien pour que l'armée soit forte. Bah, c'est juste que pendant un an, vous avez éteint votre cerveau en balançant 3 vortex par tour, quoi. Ouais. Donc, Non, écoute, ouais, puis je sais pas si, bon, facile de gagner. Peut-être bas, entre le A et le B, ça va être difficile à dire, mais assurément, ils sont plus dans le S. Ça, je crois qu'on est d'accord là-dessus. Meilleure unité du livre, tu dirais quoi, toi? bah là, en l'état actuel des choses, c'est pour moi les éclaireurs. Tu sais, ceux en base qui ont infiltrateur et tirailleurs. Tu peux mettre enfin voilà, tu peux mettre 24 tirs empoisonnés T1 sur n'importe quel site de la table. Hmm. Donc c'est très fort contre les machines de guerre, c'est très fort contre tout. T'as une bonne CT, t'as des bonnes règles spéciales. Vraiment une très très bonne unité, très couteau suisse malgré tout, parce que ça reste de l'elfe. Donc ça peut aller chercher des Ouais. petites unités de corps à corps un peu légères. Donc non, vraiment une très très bonne unité. Ouais, moi, écoute, je pense que on a beaucoup parlé du dragon des Sylvains,
mais il y a aussi le personnage sur le. En anglais, on dit un stag, là, la Ouais, bête avec les sur cornes. Grand Serre, ouais, tout à fait. Ouais, je perds mes mots, merci, le grand cerf. Donc, qui peut être vraiment pénible à déloger dans un challenge. Donc, puis aller chercher des trucs, des machines de guerre, des ci, des ça. Moi, je le trouve très intéressant, puis très versatile. Il peut se promener un peu partout sur la table, faire du travail, difficile à tuer. Il enlève quand même beaucoup de points à l'adversaire. Donc, il va habituellement aller chercher beaucoup plus que ce qu'il coûte. Donc, pour moi, ce sera un autre candidat. J'ai vérifié, puis on n'a pas dit n'importe quoi, hein. Les mages Sylvain ont accès à Illusion, ont accès à Élémentalisme, donc on ne s'est pas gouré. Ouais, de toute façon, on est sur YouTube, les gens ont déjà mis le commentaire comme quoi, bien évidemment, qu'ils ont accès à l'élémentalisme. C'est YouTube, et on vous remercie. Mettez des commentaires, même si c'est pour dire Ouais. youpli, youpla boum, c'est bon pour le référencement. Puis sinon, pour le sleeper, moi j'irais avec les Trikin, donc pas les gros hommes arbres, là, les moyens. Je pense qu'il y a quelque chose à faire d'amener un style de jeu un peu plus tanky. Bon, écoute, pourquoi pas, hein, si ça apporte une armée un petit peu différente, un petit peu canon de glace, on en a très très peu. Au final, on a des armées qui impactent vraiment très très fort et qui meurent très vite. Donc non, ça peut être intéressant d'avoir ça. Bon, clairement, on voulait l'armée sylvanette à The Old World, hein. Bon, après, on peut le faire en grande Ouais. armée, hein. Je veux dire, on a 5 archers en taxe. Ouais. On peut aller chercher des archers, tu sais, les... Ah ouais, s'ils ont des espèces de grandes dryades avec des arcs, on peut les jouer en Ouais. base. Donc on peut les jouer en kuntaz, et comme ça, on a une armée qui a une gueule de... qui a la bonne tronche. Mais ouais, c'est normal. Enfin, c'est les petites guéguerres en interne. Un jour, on prendra un petit peu de temps Hmm. pour vous expliquer exactement tout ce qui va avec pour les anglophobes. Pour les anglophones, n'hésitez pas à aller voir Honest Wargamer qui a fait une très belle Mhm. vidéo pour expliquer le bordel interne chez Game Workshop et tout ce qui se passe entre Core Games et Specialist Games, donc anciennement Forge World, etc. C'est très instructif. Oui, puis tu sais, tu dis on peut la jouer en base, tout à fait. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas les bonus pour avoir une armée qui est très thématique, qui, à mon avis, aurait peut-être été nécessaire pour qu'elle soit au même niveau que les autres offres du livre d'armée là, du côté des Sylvains. Ouais, c'est sûr. Bah, en fait, c'est simplement, il manque une petite charge dévastatrice, enfin une charge furieuse sur les dryades, et d'un seul coup, ça Ouais, serait jouable, quoi. Ou un plus 1 en force en charge, comme tout le à Port fait. Royal. Là, Mhm, clairement, ça manque d'impact. Ça encaisse résolument bien, mais ça manque d'impact. Et bah, c'est mhm, pour ça que là, pendant 6-9 mois, on a vu une armée d'elfes sylvains qui protégeait les bois en foutant le feu partout, quoi. Donc, en mhm. termes de pompiers pyromanes, c'était quand même pas terrible. Très thématique. Qu'est-ce qu'il nous reste? Et ben, il nous reste l'Empire. L'Empire, le dernier, Ah la ouais, dernière entrée. Bah écoute, on va commencer par parler. Alors, je vous rappelle le format de l'incubateur qu'on a fait sur la chaîne. Donc, c'est Cassic avec Val aussi qui sont participés sans. Ils ont passé pas mal de temps à expliquer comment ils montaient leur liste de l'Empire, etc. Là, on va bientôt vous faire les débriefs de Wavrin pour dire voilà comment ça s'est passé dans le plus gros tournoi en fait qu'on a fait sur la dernière année en France, hein. Globalement, c'est le tournoi le plus compétitif qu'on ait eu. mhm. Donc voilà. Bah écoute, je te laisse commencer avec l'Empire. Bon, l'Empire, c'est très intéressant qui est sorti avec le Arcane Journal. Je sais que les réactions étaient mitigées, mais pour avoir affronté une gunline de nul, je trouve ça intéressant. Bon, euh, j'aurais tendance à dire que la Grande Armée se trouve à quelque part entre le B et le C, peut-être. Entre le B et le C. Je sais qu'il y a un joueur belge que tu as interviewé par rapport à son retour sur le WTC qui l'aime beaucoup, qui dit bon, on est excellent en rien, mais on est capable de tout faire, puis on est capable de s'en sortir, puis on a plein de pièces intéressantes. Donc probablement dans le bas du B, euh, je dirais que, puis là ça sera peut-être pas populaire parce que les gens ont vraiment hâte de jouer. Peut-être que les Knightly Orders là, les différents ordres chevaleresques se retrouvent quelque part dans le C ou dans le B selon lequel tu choisis. Parce que de ne pas avoir de magie, dans certains cas, dans une armée qui n'a pas une tonne de protection ici et ça devient compliqué. Maintenant, il y a quand même, je pense que c'est le Order of More qui donne l'invue à 6, euh, qui permet d'avoir des mages. Celle-là se retrouve probablement plus peut-être même dans le haut du B.
Donc, je pense que les Nightly Orders, c'est très difficile à placer par rapport au fait que ça dépend vraiment de celui que tu as choisi. Donc, ça, pour moi, c'est difficile de les placer. Ah bah c'est Puis du intéressant, tu côté vois. de Nune, Moi, tu vois, je te coupe un peu, mais pour la ouais, grande armée, pour moi, ça serait entre le A et le B. C'est une ok, armée qui a en fait cette faculté de dire à l'adversaire, si j'ai le toss, tu vas te prendre 3-4 grands canons améliorés avec des ingénieurs dans la tronche. J'ai des sorciers pas chers qui ont des capacités vraiment cool et qui ont encore été amplifiés avec l'Arcane Journal. Hein. On a la comète à deux ouais, queues, les la boule bons de objets cristal. magiques. Ok, t'as pas de gros patrons de corps à corps, t'as du poids Mhm. moyen, qui est pas fantastique, mais qui permet quand même de faire le taf. Alors faire le taf, c'est-à-dire d'aller bloquer les unités moyennes qui viendraient en face, etc. Clairement, vous bloquez pas un dragon avec votre griffon. C'est un 1v1 foutu Mhm. d'avance. En même temps, c'est normal, vous coûtez 200-300 points de moins. Mais ouais, pour moi, c'est une unité qui est entre le A et le B, parce que ça reste quand même un gameplay qui est simple à jouer, qui va pas forcément être efficace tout le temps, parce que bah, voilà, vous verrez le débrief de Cassie que sur son tournoi de Wavrin, au bout d'un moment, il comptait les As sur ses canons. Bon, quand sur 3 games, tu dis bah j'ai fait 11-1 pour blesser, Ouais, ça commence à défier un peu les stats, mais il a affronté un joueur de l'Empire en dernière ronde qui lui a montré que en fait c'était très simple de blesser avec des canons. Même des tirs en cloche. Ah, il faut que je fasse 18 avec mon rebond pour te toucher. Bon bah nickel, allez, je te blesse, allez, c'est 4 PEV. Ok, bonjour. non, ouais, Mais ouais, pour moi, c'est une armée qui est très bien, qui a été un petit peu sous-estimée au début. Alors peut-être que c'est encore une fois aussi notre méta où on avait beaucoup, côté France, même un petit peu l'Allemagne et la Belgique, beaucoup d'armées de tir, etc. L'Empire, c'est une armée qui pouvait avoir sa place là-dedans, qui pouvait gagner des ouais, duels de tir, parce que les règles de canon sont quand même très avantageuses, même si là ils ont mis un petit nerf avec les tout à collines. fait. Donc ça peut jouer aussi sur le truc. Et surtout, bah, c'est une armée qui est capable de dire à des dragons, je te souhaite d'avoir une amulette d'opale, sinon si tu loupes ton invu, il y a un monde où tu prends 4 points de vie tout de suite. Et ça, je le fais 3 fois par tour, voire 4 fois. Et puis Ouais, j'ai un tank à vapeur qui peut te faire perdre du temps aussi. Tu vas le tuer, c'est sûr. Et tu vas peut-être y passer 4 phases mais de c'est corps à long, corps. tout à fait. Et c'est une armée que j'aime beaucoup. Et Écoute, tu l'as dit, les ordres de chevalerie, bah, tu l'as très bien dit, malheureusement, il y a mort et il y a le reste. Parce que mort, ouais, t'as une armée de chevalerie et t'as des magos level 4. Donc t'as pas ouais. d'emmerde. Là où si tu les Et joues ils ont pas, des bah, bons c'est plus bonus aussi, compliqué. Au là. meilleur des cas, t'auras de la save, enfin t'auras Mm. du level 2 dans certains ordres. Par contre, ils ont une breloque qui est vraiment très forte. C'est la ward du répurgateur, alors je sais plus le nom, etc. Les chartes du répurgateur. Il va filer une résistance à la magie 2 à une unité et une relance des saves sur le porteur. Et ça, c'est spammable. Donc maintenant, quand vous affrontez une Ouais, liste de l'Empire, vous pouvez les compter. C'est-à-dire, il va vous en jouer 3, 4, 5, parce que ces 3 packs de chevaliers vont l'avoir, son héros vont l'avoir, etc. Et dans une armée qui paye pas cher ses level 4, parce qu'en gros, tout équipé va être dans les 200 et quelques points, sur Pégase, qui va avoir de la résistance à la magie 2, qui va souvent les payer tellement peu cher qu'ils vont peut-être en avoir 2 des level 4, dont un qui lance 2 bourrasques par tour, dont un qui va être capable d'aller choisir ses sorts, de vous mettre des gros piliers. Puis en plus, Empire, pas de règle spéciale, pas de domaine de base. Donc lui, le nerf du lore familial, il n'est pas concerné. Hein. Ah, j'ai ils pas le s'en droit de foutent. prendre un truc que j'avais pas. Allez, je prends sur moi, pas de souci. Et alors après, ça joue forcément aussi le fait que les armées que je joue beaucoup, c'est-à-dire Nain du Chaos et Unbed, c'est des match-ups assez compliqués contre l'Empire. Parce que les canons sont capables Ouais, de faire des énormes strikes. Quand t'es un nain, que t'as juste un canon normal qui fait des 3 PEV, tu fais la gueule quand le mec en face il a une meilleure force, une meilleure portée, des 3 plus 1 point de vie. Donc il y a forcément ça, de ce côté un peu jaloux que j'ai quand je joue contre de l'Empire. Mais c'est une armée que moi j'ai trouvé vraiment, vraiment cool. Et quand on l'a vu à partir de. Je crois qu'on l'a vu à partir de septembre, on l'a pas vu avant. Des mecs gagner des GT avec le triple level mm, 4, le triple canon, etc. Bah là, on a commencé à en voir beaucoup. Et on a beaucoup de joueurs, bah, comme Stormy, en effet, de l'équipe belge, capable de dire non, non, mais ok, c'est considéré comme mauvais. Mais moi, je fais du taf avec. Hein. Je fais du taf. ouais, Oui, je vais ouais. pas un V1, quoi qu'il arrive, à un roi des tombes. Mais les autres match-up, le Breto, je peux lui répondre, je peux le calmer très vite. Mm, L'Oelf, il a pas mis d'opale, il est mort. Donc mm. voilà, c'est une armée qui pour moi a son truc. Écoute, je pense que tu as amené un point très intéressant, c'est que potentiellement que c'est teinté par mon expérience de jeu contre eux. Jouant les Rois des Tombes, je suis probablement l'armée qui dit, bon, ben, ok. Euh, mon dragon a 70% de faire chaque save, de chaque boulet de canon de le sauver, puis s'il y en a un qui passe, ben, je peux me guérir tranquillement.
Donc, j'espère pour toi que tu vas rouler ton 6 ou ton 5 pour que ça fasse 4 PV, parce que si tu en fais 2, ben souvent, après un tour, il est rendu plein. Donc, c'est sûr que ça, je dois avouer que ça teinte beaucoup mon expérience. Donc, probablement que la Grande Armée se retrouve plus à quelque part dans le haut du B ou dans le bas du A, comme tu l'as dit. Moi, je pense qu'on peut même les mettre potentiellement devant le Royal Clan. Donc, écoute, c'est tout à fait valide. Puis, les ordres de chevaliers, on s'entend que ça dépend. En général, ils se retrouvent à être plus dans le C. Peut-être pour Moore un peu plus haut. Je pense que ouais, mieux que Crass, mieux que la croisade aussi quand même. Euh, mais je pense qu'il y en a qui vont être compliqués un peu. Mais bon, peut-être que je me trompe aussi parce que ça reste une armée qui va avoir du punch, qui va être full steam vers l'avant, puis de dire est-ce que tu es capable de gérer mes chevaliers avant que je te contacte avec tout. Puis bon, les demi-griffes sont capables de faire le travail. Un perso dans une unité de chevaliers, ça va améliorer leur output, le rendre intéressant. Donc peut-être que c'est aussi à quelque part dans le bas du B, mais bon, dur à dire pour l'instant, là, avant d'avoir vu plus de résultats. Puis il nous reste la gunline de nul à placer à quelque part. Ouais, qu'il y a une gunline La sans en être une, gunline, c'est un peu bizarre, hein, parce que t'avais envie de voir que du tireur, et forcément ils t'ont obligé de jouer des packs d'infanterie de mêlée, d'avoir uniquement des tireurs en détachement, donc t'es pas très libre sur ton déploiement. Bizarrement, c'est une liste que oui. tu vois arriver avec un spam de chariots de chariots de guerre, donc de jouer en espèce d'homme bête avec de l'endurance 5 et ça va améliorer. Mm. C'est un peu bizarre, je n'arrive vraiment pas à savoir comment la placer. Je suis très content que la liste existe, déjà en termes de lore, en termes de possibilités. En plus, c'est une armée qui n'a pas de level 3, de level 4 du tout, donc ça, c'est un nerf Mhm. incroyable. C'est un grand mystère pour moi, l'armée de nul. Je ne sais pas la placer en l'état actuel des choses, quoi. Moi, je l'ai affronté l'autre jour et c'est beaucoup plus compliqué que je pensais. OK? Tu vas l'avoir avec le personnage qui donne le +1 et puis qui peut manipuler le jet pour aller premier. Donc, c'est une gunline qui est presque assurée d'avoir le jet pour aller premier. Donc, ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Je crois que c'est les Outriders ont un volume de feu vraiment intéressant. C'est Ouais. surprenant. Ils J'avais mis sont en... Ushapti sur une Oui. colline. Tu peux les avoir en base, en plus en nul, et ils ont pas de malus pour bouger et tirer, si j'ai pas de bêtises. Ils perdent le Ponderus. Exactement. Et là, moi ça m'a vraiment pris par surprise. Donc là, j'ai fait, OK, mes Ushapti sur une colline, si tout le monde peut les voir, avec la puissance que moi j'ai pour les ramener dans mon armée, qui n'est pas la même qu'en culte mortuaire quand je joue la grande armée, j'ai fait, OK, ça va être problématique. J'ai dû les utiliser pour Travel Mystical Pathways, puis m'en aller un petit peu plus loin pour pas que tout le monde puisse. C'est rare que ça m'arrive de devoir réagir à du tir adverse et j'ai vraiment fait comme, oh merde, ça va mal. Les détachements, ben, quand tu protèges une unité d'arbalétier avec le général, qui est quand même dur à tuer aussi en passant, il s'est pris un challenge contre mon dragon, roi des tombes. Et puis, avec sa résolution statique, je pense que j'ai réussi à lui faire un point de vie seulement. Parce qu'il a un très bon weapon skill, alors mon dragon le touche seulement sur des 4. Euh, et puis, il y a quand même une bonne. Il y a une ward save, il y a une sauvegarde qui était pas complètement nulle. Ça n'a pas été si simple que ça. Puis au final, ben, avec sa statique, je fais qu'un seul point de vie. Et lui, il y a de la statique. Moi, j'en ai très peu. J'ai dû reculer, puis là, prendre une volée de tir pendant un tour. Bon, mon dragon est quand même résistant au tir avec Cloud of Dust, avec le 3-5+, avec le casquette qui était emporté aussi. Mais il reste que, écoute, je m'attendais pas à rebondir sur une unité d'albardier. Est-ce que ça arrivera toujours? Probablement pas. J'ai peut-être été un peu malchanceux, mais les détachements font le stand and shoot. Il peut passer une blessure ici et là. Il y a quand même des trucs intéressants. Donc, par contre, moi, comme joueur roi des tombes, le War Wagon, je suis content de le voir. Parce que des Ushabti, ça mange ça pour déjeuner, dîner, souper. Oui, Parce c'est que sûr. touche sur des 4, blesse sur des 3, blessure multiple 2, ben Après, c'est s'il y en une a large 6 ou target 7, par tour. Ouais, ben écoute, s'il y en a 6 ou 7, il n'y a pas tout le reste. Il n'y a pas tout le reste. Donc, puis je crois que à quelque part, la meilleure option pour les jouer, c'est potentiellement avec des ingénieurs pour leur donner une invue à 5. ouais, Donc, clairement, clairement. moi, c'est ce que je m'attends à voir. J'aurais tendance à dire que l'armée nulle va être à quelque part
haut du B ou bas du A parce qu'elle va avoir des très très bons match-ups, mais quelques match-ups compliqués, donc c'est difficile de la placer aussi, mais elle offre quelque chose d'intéressant. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Et puis encore une fois, là, les mettre en bien joué Game Workshop, ça me choque pas. Parce que clairement, je trouve que c'est un mec qui est plus équilibré que. Enfin, je m'attendais à avoir une force expéditionnaire bis. Clairement, je m'attendais à avoir un copier-coller. Au final, l'armée est vraiment différente. Le perso spé qu'ils nous ont proposé est vraiment cool. Parce que Ouais. notamment, bah voilà, en Empire, tu peux placer beaucoup d'unités en même temps avec l'arc de détachement, tu peux placer beaucoup de machines de guerre, donc Mm. tu vas avoir très peu de pauses au final, tu as même des armées à 2000 points qui vont avoir 4 pauses, et qui vont avoir plus 2 pour jouer en premier. Si le mec, enfin voilà, c'est souvent compliqué de se dire, bah attends, je vais me déployer agressivement, j'ai 15% de chance d'avoir le toss. Non, tu sais que quand tu Mm. joues contre cette armée-là, par défaut, tu vas avoir tendance à te planquer un peu plus. Et si par malheur tu t'es planqué et que tu gagnes le toss parce que le mec avec le -2 où il choisit de pas l'utiliser son +1 en jouer Ouais. dessus, bah, tu vas te retrouver avec un tour, voire 2 tours blancs contre une armée avec une bonne puissance de feu qui va t'attendre, qui va commencer à prendre la table. Donc, non, non, plutôt content de ce qu'ils ont proposé sur cette armée de nul. Donc, non, pour une fois, ouais, les mettre en B, alors voilà, un B, Ouais. c'est pas choquant. Je sais pas si c'est facile de gagner avec, mais clairement, Non. c'est une bonne armée. Puis tu sais, on a mis les ordres de chevaliers en C, mais comme on a dit, on a potentiellement, encore une fois, avec l'Empire, trois armées, si on prend l'ordre de mort euh, comme, comme, comme choix, qui sont tous au même niveau, hein, où la différence est pas énorme et où les styles de jeu sont très différents. Donc, on peut aller plus full gunline, puis on peut aller une gunline spéciale en une, on peut aller à une gunline balancée en grande armée, ou on peut aller avec la chevalerie au complet. Et il y a quelque chose d'intéressant où on va voir de la variété au niveau de l'Empire, puis qu'on n'aura pas l'impression que le joueur qui décide de prendre une armée par rapport à une autre joue avec un handicap, alors qu'il aurait pu prendre une meilleure armée avec l'autre. Ouais, et surtout, t'as le sujet assez intéressant de l'armée de chevalerie où tous tes mecs ont évasif. Ouais. Pareil, enfin, qui peut créer enfin, esquiveurs, qui peut créer des situations fantastiques avec des unités de cavalerie lourdes où tu mets un vieil anneau rubis de ruine, t'as le pack qui se téléporte, qui change d'orientation. Enfin, il y a beaucoup d'outils qui ont été donnés dans l'ordre de chevalerie. Est-ce que ça sera juste un boost pour la grande armée en disant bah voilà, bon, j'ai mon unité de chevalier un petit peu magique, mon unité de chevalier qui va causer la terreur, avec l'ordre de mort et l'icône de mort. Est-ce que ça sera Mhm. 2 à 3 unités de chevalier évasifs? Enfin, je crois que tu peux avoir que 2 unités, remarque. En base, qui seront améliorées avec un petit patron templier pareil évasif sur monture, cercle intérieur, etc. Je pense qu'il y a beaucoup d'outils qui ont été apportés. Moi, encore une fois, à part l'armée de mort qui est complète, j'ai l'impression que c'est surtout un petit peu comme le Herald of Darkness dans la vidéo. C'est Ouais. surtout un énorme boost. Enfin, c'est une armée à part entière, mais qui est surtout un énorme boost pour la grande armée. Et donc, c'est ça qui m'a bien plu. Mais je pense que, ouais, sur la majorité des ordres chevaliers, on va être dans du C. Et l'ordre voilà, l'ordre de mort, clairement, on est dans du B sans aucun souci. Ouais. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu mettrais comme meilleure unité pour l'Empire? Ça serait alors entre les grands canons et les sorciers de l'Empire. Pas cher, des très bons objets magiques, accès à quasiment tous les domaines. Heureusement qu'ils n'ont pas accès à la haute magie ou à la magie WAG, parce que là, ça serait l'enfer. Mais non, non, une Ouais. très bonne, vraiment plein de petits trucs sympas. Tu peux vraiment quitter, faire du kitting selon ce que tu as envie de faire. La double bourrasque, encore une fois, on se rend pas compte, mais dire à l'adversaire que la table fait 4 pouces de moins. Parce que s'il a 4 pouces du bord, il y a un monde où il sort. Voilà, même son stellaire, il y a un monde où il Ouais. sort. Donc tu forces l'adversaire à jouer plus paquet. S'il est plus paquet, il va prendre des gros coups de canon. Avoir deux unités qui sont capables de se téléporter, d'où le Mythical Passway, donc deux canons qui changent carrément d'angle et qui commencent à dire ouais, t'étais bien planqué, mais là d'un seul coup, je commence à avoir toute ta gunline, donc t'as un tour pour te barrer, sinon je te dégomme. Voilà, le magot avec la baguette à double queue et les grands canons, c'est vraiment pour moi des unités très 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 fortes. Qu'est-ce que t'en penses toi du coup en tant qu'adversaire de l'Empire? Moi, je vais parler pour Nune parce que j'en ai parlé un petit peu, mais les Outriders, wow, quelle unité. Ne les sous-estimez pas parce que ils sont mobiles, ils ont de la puissance de feu, ils ont du volume, très très intéressant.
Puis je pense que le War Wagon a, a son prix, son coût en fait en points est tellement agressif que c'est difficile de pas le mettre dans une des très 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 bonnes unités parce qu'il est pas cher, c'est un chariot. Si tu le tues pas, ben avec les impacts, avec les stomps, il va faire le travail. Puis il coûte presque rien. Donc même s'il meurt, ben il a protégé le reste parce que pendant ce temps-là, tu tues pas les canons, tu tues pas les autres choses. Donc je le trouve excellent. Puis ben je plains ceux qui doivent s'en acheter à fort prix, à moins que tu connaisses des alternatives pour s'en procurer. Encore une fois, passer par la 3D. Hein. Il y a Island Miniature qui en propose un. Vous avez pas mal de boutiques qui vous permettent d'en avoir à un prix très intéressant. Et surtout, sûrement 6 à 8 mois avant que Game Workshop vous livre le leur en made to order. Le made to order. Ouais. Et du coup, ton Sinon, slipper, pour ça le serait quoi du slipper, coup? Ouais. ok, ouais, on a eu la même idée en même temps. Je pense que dans le nouveau livre, il y a de quoi à faire avec les Road Wardens, les gardiens de, je me souviens plus en français. Est-ce que tu te Je souviens? connais même pas le C'est nom en les, français, mais oui, c'est les protecteurs des chemins ou des choses comme ça. ok, ouais, quelque chose du genre. Donc il y a quelque chose d'intéressant à faire avec ça. Puis c'est jouable partout, en grande armée, etc. Donc je pense qu'ils sont très très intéressants. Sinon, est-ce que j'ai un autre sleeper dans ma manche? Non, je pense qu'on sait à quoi s'attendre pas mal au niveau du output des différentes unités, mais celle-là pour moi a un potentiel un peu inexploré pour l'instant. Ouais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. C'est même une unité qui a là, en sleeper pour le moment, c'est sûr. Mais pour moi, c'est une armée, c'est une unité qui sera top tier dans l'avenir de l'Empire. Ouais. Parce qu'elle te file du mouvement et tir, elle te file des choses. Et en fait, t'as des petites unités qui sont très bêtes, mais comme le prêtre d'Ulric. Quand tu rajoutes un prêtre d'Ulric et que tes pistolets ils deviennent damage 2, là tu peux commencer à aller traquer du Pégase, tu peux commencer à aller traquer de l'infanterie Ouais. monstrueuse, tu peux commencer à aller traquer de la machine de guerre. Et franchement, c'est une unité qui pour moi a un potentiel de malade pour l'avoir testé là 2-3 fois en Empire. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à la jouer. C'est fourbe le nombre de mouvements un peu tricky que vous pouvez faire, forcer l'adversaire à faire n'importe quoi. Vraiment une très très bonne unité. Et enfin des pistoliers non impétueux. Parce que bon, on les appelle Ouais. Warden avec des arbalètes. Non, on va les jouer en double pistolet. Ça sera des pistoliers en mieux. Ouais. Et il n'y a rien à dire dessus. Quoi. Bien d'accord avec toi, c'est comme ça qu'ils doivent être joués, hein. On prend les modèles des pistoliers, on en fait des Road Wardens, on passe à d'autres choses. Ouais, en plus, ils ont même pas sorti de figue. Enfin, c'était vraiment le bon. Désolé, on a déconné pour les pistoliers. On voulait pas vous les vendre tout de suite. On voulait pas vous vendre les figues City of Sigmar, mais là, c'est bon. En même temps que l'armée de l'Empire, on vous ressort les pistoliers de l'époque, vous pouvez les jouer. Ouais, voici votre ajustement de points et votre ajustement de règles officiel, même si ce n'est pas un ajustement, c'est une nouvelle unité. Exactement. Rien à voir, rien à voir. On n'a pas merdé. Eh ben, on a terminé. On a Ça terminé. termine. Un grand merci Ouais, à ça toi. termine. Écoute, merci de m'avoir accueilli. J'invite tous les gens qui nous écoutent, qui ont réussi à se rendre jusqu'à ce point de la vidéo, faites des commentaires, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air avec ce que Corbac fait avec sa chaîne. Super intéressant. J'ai été bien content, moi, de te découvrir de l'autre côté de l'Atlantique. C'est toujours plaisant de pouvoir consommer du contenu sur The Old World en français. Puis l'offre est pas énorme, mais le contenu que tu proposes est franchement divertissant. Alors merci de m'avoir accueilli. Puis encouragez Corbac si vous le pouvez. Ouais, merci à toi. Bah écoute, en fait, pour moi, YouTube, c'est un gâteau où on peut le partager, il se termine pas. C'est-à-dire, c'est pas parce que quelqu'un va faire des vues ou avoir des abonnés sur sa chaîne que ça va en retirer sur la truc d'en face. Donc voilà, soyez pas soyez pas des trucs de YouTubeurs. Partagez, échangez, etc. C'est toujours plus intéressant et moi, c'était un vrai plaisir. Déjà, le nom de votre chaîne, Ten from the Back, ce qu'on appelle la dite du cul, hein, c'est quand on fait un tir de canon. Ouais. Un tir de canon en Warhammer, c'était un nom qui m'a bien fait marrer. Et je crois qu'on a lancé notre chaîne à peu près en même temps. Donc c'est assez amusant qu'on ait monté notre truc voilà, en simultané, en parallèle, chacun d'un côté de l'Atlantique. Mais ouais, c'était un plaisir. Du coup, si vous voulez voir la vidéo sur les Ravening Hordes, sur les Hordes sauvages, c'est sur la chaîne de Ten from the Back. Encore une fois, on s'est pas synchronisé parce qu'on est des branques, on aurait dû en parler avant. Mais on va l'assumer et ça sortira pas trop loin entre les deux, ou alors on vous fera attendre, ça vous apprendra un petit peu. Allez les voir aussi, ils balancent des leaks, des infos sur ce qui peut arriver sur les évolutions du jeu.
Ils ont des leaks sur les hauts elfes. Là, ils ont une vidéo là-dessus. N'hésitez pas, Mm. n'hésitez pas. Vous savez que sur Sword and Baguette, tant qu'on n'a pas un document écrit et qu'on peut vous le présenter, on n'en parle pas. Et on est très content d'avoir une chaîne outre-Atlantique qui vous permet de compléter ça. Et si vous voulez avoir des petites infos en avance, allez-y, c'est vraiment du bonheur. Et puis, écoutez, on va vous faire le classique, comme Seb nous l'a dit. Abonnez-vous, partagez, commentez, mettez sur vos réseaux. Pensez, voilà, j'allais dire achetez nos t-shirts, on n'en vend pas, mais c'est l'idée. Soutenez-nous, allez voir chez les partenaires de la chaîne. Il y a le Linktree dans la description. Et puis, écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.